Bienvenue sur Ici Écho. La France, les États-Unis et plusieurs pays européens se sont engagés à fournir un soutien financier au Liban. Cela intervient alors que le gouvernement libanais et plusieurs pays arabes tentent d'éteindre l'étincelle de la guerre. Plus de 70 pays et organisations mondiales ont participé à la conférence internationale de soutien au Liban qui a permis de recueillir des promesses de dons totalisant 800 millions de dollars pour l'aide humanitaire et 200 millions de dollars pour l'armée libanaise. Dans les détails, les États-Unis se sont engagés à fournir environ 300 millions de dollars, tandis que la France a promis 100 millions de dollars. Les organisateurs français de la conférence espéraient que ces promesses seraient suffisantes pour répondre aux besoins urgents des Nations Unies concernant l'aide humanitaire. Le président français Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et a critiqué Israël pour la poursuite de la guerre contre le Liban. Plus tôt, ce mois-ci, les Nations Unies avaient lancé un appel pour collecter 426 millions de dollars afin de soutenir environ 4 millions de personnes ayant besoin d'aide humanitaire au Liban. Parallèlement, en marge des réunions du Fonds monétaire international à Washington, le ministre de l'économie et du commerce, Amin Salam, a estimé que les pertes économiques subies par le Liban à ce jour en raison de la guerre s'élèvent à environ 200 milliards de dollars. Il a également affirmé que tous les secteurs de l'économie libanaise avaient été complètement détruits et que le coût de la reconstruction, si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, varierait entre 20 et 30 milliards de dollars. Salam a également prévu que le produit intérieur brut libanais pourrait chuter de 8% ou bien entre 8% et 12%. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les répercussions et les détails de cette guerre continue, tant sur les plans politiques qu'économiques, et ainsi que les résultats du sommet de soutien international au Liban, qui s'est tenu à Paris. Nous en discuterons plus avec le député Pierre Bourassi, membre du bloc parlementaire des forces libanaises et de la République forte. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Maurice, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et je salue les spectateurs, évidemment. Merci. Pour commencer, comment évaluez-vous les résultats de la conférence internationale d'aide au Liban ? Disons d'abord qu'il faut être reconnaissant à la France, qui est la seule nation qui a pris une initiative pareille, qui a réuni 27 acteurs internationaux autour du thème soutenir le Liban. Cela étant dit, les promesses de dons, c'est des promesses. Hein. Oui. On se souvient, Paris 1, Paris 2, que la réalité était très différente des promesses. Mais les promesses de dons montent à 1 milliard 800 millions et 200 millions pour l'armée et que le Hezbollah a causé au pays 35 milliards de dollars de dégâts. Ce qui fait merci, ce n'est pas suffisant et je dois signaler un élément, grand merci pour le soutien à l'armée que nous soutenons tous. Les 200 millions de dollars. Absolument, mais l'armée a principalement besoin d'un soutien politique pour qu'elle puisse faire son travail jusqu'à présent. Nous discuterons à propos de ces 200 millions de dollars. Mais au niveau des représentations durant cette conférence, comment expliquez-vous le niveau de représentation des États, des pays ? Écoutez, le niveau n'était pas très élevé. C'est ça. Mais je m'y attendais, en quelque sorte. Et je dois dire qu'il y a un manque de confiance de la communauté internationale vis-à-vis de la politique libanaise. Le soutien vient principalement pour les déplacés et pour l'armée, mais en aucun cas on ne parle à présent de la reconstruction du Liban. Le Hezbollah a causé des tensions incroyables avec les pays du monde, tous les pays du monde, dont le grand Satan, les États-Unis, et évidemment avec les pays du Golfe, qui en 2006 étaient les premiers à soutenir le Liban, à reconstruire les zones détruites par les raids israéliens. Aujourd'hui, je peux affirmer que ces pays-là ne sont pas très enthousiastes pour payer des milliards de dollars pour reconstruire, parce que le merci Arabie Saoudite, merci le Qatar de 2006 s'est transformé en une agressivité sans précédent de la part du Hezbollah contre ces pays-là, sans compter tout ce qui était trafic de drogue, qui a vraiment miné les relations entre les pays du Golfe et le Liban. Ce matin, une réunion est tenue entre
le Premier ministre sortant, Najib Mikati, et le ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken. Vous dites quoi à propos de la représentation américaine qui était faible durant cette conférence qui s'est tenue à Paris? Quel message les États-Unis ont-ils voulu transmettre? En fait, il y a un double message. Un double message. Quand un acteur politique libanais, politique militaire sécuritaire, qui est le Hezbollah, qui a déclenché cette guerre avec Israël pour soutenir Gaza, soi-disant, qui n'a rien soutenu du tout, avec une agressivité totale vis-à-vis des Américains, comment voulez-vous que les Américains s'engagent, en fait, à reconstruire des zones? Le Hezbollah est responsable de la destruction et, je dois le dire, où la population soutient réellement le Hezbollah, du moins jusqu'à il y a quelques mois. Maintenant, on ne le sait pas. Alors, d'où le fait que les Américains sont très récalcitrants. En plus, leurs initiatives politiques ont été un échec total par le refus, par l'intermédiaire du président Berry, mais le véritable refus iranien, que ce soit le cessez-le-feu de 3 semaines. Ils ont attendu un mois ou deux cette initiative franco-américaine. Aucune réponse, et le Hezbollah est venu après dire il faut faire un cessez-le-feu. Les Américains ont répondu que cette fenêtre s'est fermée. Tout cela explique pourquoi les Américains sont récalcitrants à s'engager dans cette reconstruction, au soutien en fait, que ce soit la population. Et les Américains soutiennent énormément l'armée. Vous savez, l'armée, son armement, son entraînement, ses munitions viennent des États-Unis. Alors, ils n'ont pas besoin peut-être, et peut-être pas envie d'en faire plus. Vous dites quoi à propos de la dernière visite d'Amos Hochstein à Beyrouth? Comment évaluez-vous les résultats de cette visite? Un fiasco total. Un fiasco total. Amos Hochstein voulait une sortie de crise, et une bonne partie de la sortie de crise, vous savez, dans des crises pareilles, dans des conflits pareils, les initiatives diplomatiques, qui ont toute leur place d'ailleurs, elles doivent ménager les deux côtés, elles ne peuvent pas être d'un seul côté. Et il y avait un côté sécuritaire, qui concerne Israël, et ce côté sécuritaire pour Israël a été refusé par l'Iran. Hochstein a répété que le 1701 doit être appliqué, et le 1701 prévoit d'abord un retrait de 30 km jusqu'à Litanie, qui n'est pas toujours à 30 km, parce qu'il y a les méandres de la rivière. Et d'un autre côté, c'est, comme le stipule le 3e alinéa de l'article 8 de la 1701, c'est désarmer toutes les milices dans tout le pays. Et il voulait sécuriser aussi la frontière entre l'Iran et Israël, parce que c'est une frontière entre l'Iran et Israël, pas entre le Liban et Israël. En contrepartie, le retrait des Israéliens et le cessez-le-feu, retrait derrière ou au sud de la ligne bleue que le Hezbollah a toujours contestée. Le Hezbollah a toujours refusé l'application de la 1701. Il considérait qu'Israël devait la respecter avant de demander au Liban de le faire. D'accord. Aujourd'hui, le Hezbollah insiste sur le cessez-le-feu et l'application de la 1701. Pourquoi ce changement rationnel? Parce qu'il y a eu cette attaque massive, cet affaiblissement du Hezbollah, ne serait-ce qu'au niveau politique. Sur le terrain, il est encore performant, mais au niveau politique, il a pris des coups énormes. S'il voulait un cessez-le-feu, pourquoi ouvrir le feu? S'il veut maintenant la 1701, pourquoi elle n'a pas appliqué la 1701 depuis 2006 jusqu'à maintenant? Alors cela démontre deux choses, que la politique, que la stratégie de Hezbollah était un fiasco total, et que maintenant il essaie d'appliquer ou de mettre en œuvre ces deux éléments. En contrepartie, la communauté internationale, et surtout Israël, comme ils le disent, n'ont pas confiance. Parce que le 1701 était là. Et il veut dire quoi, le 1701? Retrait, d'abord, ensuite des armées, de un. De deux, l'armée libanaise se déploie, soutenue par la FINUL. Rien de ça n'a été appliqué depuis 2006 jusqu'à 2024. Alors, il n'y a pas confiance que le Hezbollah ne va pas rééditer la même version 2006-2024. Et ça, c'est très grave pour le Liban, parce que le Liban s'appuie sur l'égalité internationale. Et aujourd'hui, l'égalité internationale est très méfiante, en fait, de la suite de la 1701. Cela étant dit, le Hezbollah
a déclenché cette guerre, soi-disant, ou l'a littéralement occupé le Sud, malgré la 1701, et je peux en témoigner. L'armée libanaise était quasiment confinée dans ses casernes, parce que la décision politique voulait ménager le Hezbollah au lieu d'appliquer d'abord une action envers la souveraineté libanaise, oublions la 1701, et en plus de cela, la 1701. La FINUL était quasiment confinée dans ses casernes aussi, et j'ai visité la FINUL plusieurs fois, dont une fois après le commencement des hostilités, et ils disent, je suis chapitre 6, pas chapitre 7, si je sors des itinéraires dictés par le Hezbollah, on risque la mort. 2 jours plus tard, après ma visite, le soldat irlandais a été assassiné littéralement par le Hezbollah. Alors, ça, ce n'est pas l'application de la 1701. Et quand on parle aujourd'hui du déploiement de l'armée et du déploiement de la FINUL, ils sont là. Ah, mais vous représentez les forces libanaises. Oui. Les forces libanaises vont plus loin en demandant l'application de la 1559. Comment appliquer la 1559 au niveau politique? Ou bien vous demandez l'intervention des forces, peut-être internationales, on ne sait pas comment, mais est-ce qu'on est prêt à l'application de la 1559? À vrai dire, la 1559, malgré sa grande importance, elle est rééditée à la lettre par la 1701. Ah, vous dites donc l'application de la 1701 veut dire l'application de la 1559. L'alinéa 2 de l'article 8, il parle du retrait du Hezbollah au nord de l'Italie, d'accord? Mais l'alinéa 3... On parle de désarmement. L'alinéa 3, il parle du désarmement total de toutes les milices, et bien sûr en tête desquelles le Hezbollah, c'est qu'eux qui sont armés, de toutes les milices, surtout le Liban. Alors, nonobstant le fait que l'alinéa 3 revient sur la 1559 et sur la 1680, le contenu et l'esprit de la 1701 n'est pas uniquement, contrairement à ce que les gens croient, n'est pas uniquement le retrait du Hezbollah au nord de l'Italie. L'alinéa 3 précise le désarmement de toutes les milices. Deuxième élément, vous avez posé les questions, qu'on ne passe pas là-dessus parce que c'est très important. Le Hezbollah dit que Israël ne respecte pas la 1701, ce qui est vrai. D'accord? Il y a des incursions, surtout des violations aériennes, maritimes et très rarement, à l'époque, terrestres. Très bien. Quand le Hezbollah a neutralisé le rôle de l'armée et de la FINUL, d'accord, il s'est installé. Disons qu'il y avait 10 000 incursions, d'accord? Ils sont devenus combien? 15 000. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher donc cela? il n'a pas pu empêcher cela. Il n'a rien fait. La même chose que l'armée libanaise aurait faite. En plus de cela, la légitimité de l'armée libanaise et de l'État libanais d'avoir recours, en fait, à la communauté internationale pour essayer de continuer cela. Mais si l'alternative est le Hezbollah, c'est une fausse alternative, parce que quand il s'est déployé en écartant la FINUL de l'armée libanaise, il n'a rien fait pour empêcher ces incursions. Et je vais rajouter une chose. Il y a un grand mensonge qui s'appelle la résistance. Un très grand mensonge. Pourquoi? La résistance tente tout pour libérer un terrain national occupé. D'accord? Les terrains nationaux occupés, stipulés dans la déclaration de politique générale et même dans les décisions et les rapports des Nations Unies, sont principalement Shab'a, Kfar Shouba Rajar et accessoirement Shab'a. Ils sont assez circonspects, les Nations Unies là-dessus. Il y a l'histoire de la Syrie qu'ils doivent reconnaître, etc. Mais dans nos politiques de déclaration ministérielle, c'est stipulé. Très bien. Depuis 2000, soi-disant la libération, moi je l'appelle le retrait israélien. Qu'est-ce qu'il a fait le Hezbollah pour le libérer? Rien. Rien. Alors, en quoi et selon quels critères il prétend être une résistance? Ce n'est pas une résistance, parce qu'il n'essaie pas de libérer ce territoire occupé depuis 24 ans. C'est un parti idéologique lié à l'Iran et qui veut imposer son dictat sur le peuple libanais sous la prétention, sous le prétexte de la résistance. Est-ce qu'il faut craindre un chaos tout en appliquant la 1701 et vous parlez aussi de désarmement, donc de la 1559? Ça, c'est un chaos. Ce qu'il y a derrière vous. Je voulais dire un chaos interne ici. C'est un chaos sur tous les niveaux. On parle de déplacement de plus d'1 million. Aujourd'hui, on parle d'1,5 million, de 1. Destruction, 35 milliards. Paralysie totale du pays. Absence absolue
de la décision nationale par le gouvernement, absence absolue de consultation, du moins avec les députés, ça c'est pas un chaos. Ça c'est le plus grand des chaos. Et quand on essaie d'implanter l'autorité de l'État, c'est pour empêcher un chaos pareil, de un, et de deux, pour essayer de réparer les dégâts que le Hezbollah a imposés sur le pays. Vous dites quoi aux experts, aux politiciens, aux personnes qui sortent et disent non, il fallait soutenir Gaza. On est les seuls au niveau arabe, Ouais, régional, à soutenir Gaza. On est responsable. justement. Donc, Justement. et on devait faire ça. Pourquoi il fallait soutenir Gaza par les armes? De un, je suis un pragmatique. D'accord? Je vais voir le résultat. En soutenant Gaza, en quoi ça a changé la situation à Gaza? Les massacres aujourd'hui à Jabalia, au camp de Jabalia, à Beit Lahia, et je peux Tout vous ce qui se passe garantir, durant les derniers jours, je c'est peux vous catastrophique. garantir, en plus ça va venir, sans aucun doute. Beit Hanoun et Jahr al-Dik, d'accord? En quoi soutenir Gaza par le Hezbollah a changé la donne à Gaza? De un. De deux, les 35 milliards, les milliers de morts au Liban, le chaos total. Vous êtes un économiste. Tous les indicateurs économiques, sans aucune exception, mais aucune, sont effondrés. Hein, ils ne sont pas en recul, ils sont littéralement effondrés. Je parle agriculture, industrie, services, tourisme sans aucun doute, hôtels, restaurants, etc. Compagnie d'assurance, tous les indicateurs sont, non pas au rouge, hein, ils ont dépassé le rouge et de loin. En quoi on a soutenu Gaza? Mais ce clan va sortir pour dire qu'on devait anticiper une guerre. Parce que les Israéliens se préparaient à cette guerre. Donc nous, comme 2006, on devait anticiper cette guerre et déclencher cette guerre. Il faut toujours anticiper une guerre. Mais pour faire une guerre préventive, ça c'est le plus gros mensonge de l'histoire, comme les Américains ont fait contre l'Irak, et ça s'est avéré être les Américains et les Britanniques que c'était un mensonge. Une guerre préventive ne se fait pas comme ça. Et quand on voit l'équilibre de force militaire, et c'était un fiasco à la fin, un fiasco politique, parce que ce qui compte, c'est le politique. Le politique intervient après ce que les armes se taisent. Après l'armistice, c'est là que le politique intervient, ce qu'on appelle le day after, le jour d'après. Et celui qui gagne militairement, il perd politiquement, il a perdu la guerre. D'accord? Alors, est-ce que l'équilibre des forces nous permettait d'attaquer une puissance par nature militaire et sécuritaire comme Israël? Je reviens là-dessus, je suis un pragmatique. Le résultat, si c'était un bon résultat, j'aurais dit c'est ce qu'il fallait faire. Quand le Hezbollah a attaqué Israël pour soutenir Gaza, l'Égypte, c'est 110 millions d'habitants, nous sommes 4 millions, d'accord? L'armée égyptienne, c'est la moitié de la population libanaise. Elle s'est jetée dans le feu? Non. La Jordanie, 70% du peuple jordanien sont d'origine palestinienne. Ils sont jetés dans le feu? Non. Je vais donner un exemple qui peut choquer certains. Est-ce que l'autorité palestinienne s'est jetée avec dans le feu? Mahmoud Abbas, non? L'autorité palestinienne, on ne parle pas du Danemark, l'autorité, ils ne sont pas jetés. Le seul qui s'est jeté dans le feu, c'est le Hezbollah. Pourquoi? Parce que l'Iranien voulait créer une frontière entre le Liban et Israël, de un, pour améliorer ses chances de négocier après, que ce soit les choses internes ou régionales. Au détriment de qui? Au détriment des Libanais. Le Syrien a fait ça, l'Iranien fait ça, c'est-à-dire ils veulent se battre contre Israël jusqu'à ce que le dernier Libanais meure. Vous dites quoi à propos du positionnement iranien face à tout ce qui se passe aujourd'hui avec le Hezbollah? Très simplement, quels sont... Est-ce que le Hezbollah est délaissé ou bien non? Vous êtes convaincu que non? Il peut être délaissé, et je vais vous dire comment il peut être délaissé. Le Hezbollah est allé se battre sur ordre de l'Iran en Syrie, d'accord? Il a participé avec le régime syrien à tuer 500 000 citoyens syriens. 500 000, d'accord? Où est la Syrie de ce conflit? Zéro. Je ne vais pas revenir 60 ans en arrière et dire si la résistance est glorifiée et si celui qui ne résiste pas est un lâche, le régime syrien, depuis 60 ans, n'a pas essayé de libérer le Golan. Mettons ça de côté. Est-ce qu'il a démontré le moindre soutien au Hezbollah? Non. Alors l'Iran, est-ce qu'ils sont prêts ou capables de laisser tomber le Hezbollah? Ce n'est pas une décision facile, parce qu'ils nous ont mis une quarantaine d'années à l'armer, à l'entraîner, à le financer, etc. Mais si leur intérêt national
leur dicte de prendre une décision pareille, ils prendront cette décision sans broncher. Et je vais vous donner un exemple. Quel a été le soutien iranien direct à ce qui se passe? 300 drones partis de l'Iran pour répondre au bombardement en Syrie. Ironique. Et 200 missiles balistiques pour répondre à l'assassinat de Haniyeh, etc. Alors qu'il y a 1000 points d'interrogation. Où est-ce qu'il a été assassiné? Pourquoi? Comment? Pourquoi ils ont ouvert une autoroute pour Seine-Noire, etc. Les 500 missiles et drones qui ont atterri en Israël, enfin, pas tous, hein, très peu ont atterri en Israël. Combien de victimes? 3 blessés et un mort palestinien. C'est quoi ça? C'est un véritable soutien au Liban, c'est un véritable affaiblissement. Donc vous voulez me dire quoi? Vous voulez me dire quoi? Je veux dire que tous les pays de la région, tous, sans exception aucune, font leur intérêt, des fois en soutenant diplomatiquement, politiquement, humanitairement Gaza. Il n'y a que le Liban, à cause du Hezbollah, qui s'est jeté dans la fournaise. L'Iran fait ses intérêts au détriment de l'intérêt des Libanais. Évidemment. Ils ne comptent pas pour eux, les Libanais. Pourquoi les forces libanaises, vous considérez que la vision du président du Parlement, Nabi Berri, et du Premier ministre sortant, Najib Mikati, concernant la 1701 est tronquée? D'abord, c'est trop dire de parler d'une vision, sincèrement. C'est de la gesticulation, c'est très loin d'être une vision. Preuve en est, vous parlez de 1701, qui est là depuis 2006, que ni l'un ni l'autre n'ont tenté de mettre en place. Ce qui fait, non, on ne peut pas parler de vision. Aujourd'hui, les 3 éléments que tout le monde répète réellement comme des perroquets, en fait, qui ne font rien que ce soit appliqué, c'est le cessez-le-feu, c'est la 1701, l'élection d'un président, et personne ne fait rien pour mettre en place ces 3 éléments. Juste pour dire que le leader des forces libanaises, Samir Jaja, a bien déclaré dans une entrevue qu'il n'y a ni place ni temps pour l'astuce ou la manœuvre dans l'application des résolutions internationales. Évidemment. Et comment le fait d'avoir traîné, d'avoir reporté à chaque fois, sincèrement par lâcheté, la mise en place de cette déclaration. Parce que qu'est-ce qu'on a comme soutien, comme appui, comme cadre légitime? On a de la Constitution et le cadre de la légalité internationale. On n'a que ça. Il faut travailler dans ce cadre-là. Nabi Berri a suspendu l'action, enfin, la Constitution. Ça ne se fait que dans les coups d'État. Uniquement dans les coups d'État, on suspend la Constitution, et un refus total, à l'époque, jusqu'à maintenant, de mettre en place une décision, une résolution du Conseil de sécurité. Et certains considèrent aujourd'hui que les capacités de l'armée libanaise pour se déployer au nord du Litané sont limitées. Toutes les capacités de toutes les armées du monde sont limitées. Vous imaginez une capacité illimitée. Ça dépend de 2 choses. Ça dépend des missions, mais d'une part. Mais comment rassurez-vous les citoyens, les Libanais, les habitants du sud du Liban, que l'armée libanaise est bien capable de protéger les frontières? Écoutez, protéger les frontières, il y a 2 éléments. Il y a l'élément politique, il y a l'élément militaire. Il n'y a pas que le militaire. Donc, décision et des militaires. Voilà. Alors, est-ce que l'armée a un soutien politique, ou avait un soutien politique depuis 2006 pour se déployer comme il faut et de faire l'action qu'il faut? Non. Deuxième chose, les violations aériennes de l'espace aérien chypriote sont quotidiennes par les Turcs. D'accord? Ils occupent le nord de l'île et par décision politique turque, tous les jours, l'espace aérien chypriote est violé. Ce sont les Chypriotes qui me l'ont dit et j'y étais il n'y a pas longtemps. Est-ce que Chypre déclenche la guerre à la Turquie, nonobstant le fait que les Chypriotes sont 800 000 et les Turcs sont 80 millions? Non. Pourquoi? Parce que c'est stérile, ça ne mène nulle part, c'est un suicide, et ils essaient d'ouvrir les canaux diplomatiques et politiques, et ils continuent leur vie. Leur économie a prospéré, il y a une réelle stabilité, les investissements étrangers sont énormes à Chypre. Alors ce n'est pas parce qu'il y a la moindre violation ou problème frontalier qu'il n'y a que la solution. Vous voulez que je vous dise, enfin, Israël est un ennemi. Il n'y a pas 2 pays au monde qui n'ont pas un conflit frontalier. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Oui. Alors, on règle ça par les armes. Vous savez, entre l'Arabie saoudite et ses voisins,
Il y a un conflit frontalier. Je n'ai jamais vu les Saoudiens avoir l'intention de bombarder ni le Qatar, ni les Émirats, etc. Des conflits frontaliers, il y en a partout dans le monde. La solution n'est pas forcément les armes. Vous êtes convaincu que si l'armée libanaise était déployée à la frontière, Israël aurait-elle attaqué le Liban? Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. D'abord, est-ce qu'Israël est un ennemi? Oui. Là, on va le répéter. Et non pas pour obtenir un certificat de bonne conduite de ce qu'il s'appelle l'axe de la résistance. Encore une fois, le nom est tronqué. Mais si l'armée libanaise était déployée, je ne vois pas, en fait, Israël s'attaquer à la légitimité, à l'armée libanaise, avec tout le soutien qu'elle a de partout dans le monde, alors que l'Hezbollah n'a un soutien de nulle part dans le monde. Revenons aux besoins essentiels pour répondre à la crise. Vous avez bien été ministre des Affaires sociales. Quelles répercussions sociales, économiques de cette guerre? Il faut anticiper aussi dans les mois à venir. Vous savez très bien la situation sociale. C'est bien au-delà, en fait, des répercussions. C'est un désastre. C'est un véritable désastre social. Mais c'est les Libanais qui vont payer la facture, en fin de compte. Ils ont déjà payé la facture humaine et ils vont payer la facture financière. Je ne crois pas, comme je l'ai dit, qu'il y a des milliards de dollars. On parle jusqu'à présent de 35 milliards de dollars. Avec le doute, personne n'a ajouté des milliards de dollars. Je vais vous dire pourquoi. D'un, il n'y a pas d'enthousiasme. Ils ont déjà fait plusieurs fois. Ils ont leurs soucis internes, économiques, l'Ukraine, etc., le Soudan, la Libye, Gaza, qui priment malheureusement sur la situation au Liban. Et de deux, il y a toujours cette inquiétude de corruption. On jette de l'argent, on ne sait pas où cet argent va aller et le contrôle est très difficile. Alors, situation sociale, elle ne peut pas être pire. Elle ne peut pas être pire. Je vais vous donner un exemple. L'habitat, 1 500 000 qui sont dispersés, qui vivent dans des écoles et certains sous des tentes. Et le temps est encore le climat est clément jusqu'à présent. Alors, comment ils vont faire? De deux. Au niveau médical, c'est des gens qui tombent malades, qui ont besoin d'hospitalisation, de médecins, de médicaments. Qui va s'en occuper? Vous voulez un détail? Enfin, je l'ai su, je l'ai appris quand j'étais ministre des Affaires sociales. Un truc très simple, l'eau. Comment on achemine l'eau pour ces gens qui habitent dans des circonstances aussi précaires? Et on a bien vu Troisième chose. le choléra aussi entre les... Absolument. L'évacuation sanitaire, c'est des détails. Et je vais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Les enfants, deux choses. Il y a des malades, des trisomiques, il y a des gens qui souffrent... Qui ont des maladies chroniques. Absolument, absolument. Mais ceux qui ont un véritable handicap, que ce soit mental ou moteur, qui va s'en occuper? Et troisième chose, qui est une véritable catastrophe généralisée, les écoles. Alors. 1,2 million de Libanais ont été déplacés. Pour finir, craignez-vous des troubles sécuritaires dans certaines régions si cette crise persiste? Je ne crois pas. Et jusqu'à présent, au niveau sécuritaire, ça se passait bien. Sachant qu'il n'y a aucune communauté au Liban qui souhaite avoir des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui viennent sur son territoire, parce qu'il y a ça, on ne va pas se voiler la face. Et je vous donne un exemple. Pendant la guerre, les déplacés de la montagne, ils n'étaient pas vraiment les bienvenus à Beyrouth. Encore une fois, pendant la guerre, les déplacés du Nord n'étaient pas vraiment les bienvenus à Jbel. On parle de la même communauté. Alors, il faut faire très attention à cela. Ça peut déclencher une méfiance qui peut générer certaines tensions, mais je ne crains pas du tout, j'espère que je ne me trompe pas, que cela dégénère en confrontation violente. Pour finir, vous dites quoi à propos de tout ce qui se passe avec certains médias? La MTV. Écoutez, je vais donner deux exemples qui se relient après. Dans toutes les dictatures du monde, tous ces régimes totalitaires, dans l'absolu, tu es avec moi ou un traître. Surtout les médias. Oui, parce mais l'histoire de trahison. Oui, justement, tu es avec moi au traître. Et surtout les médias, pourquoi? Parce qu'ils touchent un grand public, même l'individu. Si tu n'es pas avec le régime, tu es traître et tu peux être jusqu'à exécuter. Surtout les médias. Et je vais vous donner un exemple. Quand le politique s'affaiblit ou s'effondre,
c'est toujours la propagande qui monte. Hein, soit avec Goebbels, soit avec Ahmed Saïd, soit Mohamed Saïd Sahaf, etc. À chaque fois que le politique s'effondre, la propagande augmente, et d'où le fait de la propagande exagérée aujourd'hui, omniprésente du Hezbollah, et ce fait totalitaire. Tu n'es pas avec moi, tu es traître. Et qu'est-ce que ça signifie traître? J'ai le droit de te tuer, de t'éliminer. Et pour cela, on peut en aucun cas accepter, de un, que ce soit au niveau des individus. Nous aussi, en tant que parti politique, hein, on est stigmatisés comme traîtres par le Hezbollah. C'est son problème, pas le nôtre. Mais surtout, Au niveau des médias, des journalistes. absolument. Mais surtout au niveau des médias, le Liban s'est toujours distingué par cette liberté d'expression. Et on peut en aucun cas accepter ni les déclarations et, à Dieu ne plaise, une action contre eux. Nous serons là pour soutenir, et tous les médias, s'ils sont stigmatisés en étant des traîtres, on va soutenir ces médias-là et on ne va pas accepter que qui que ce soit les intimide. Je vous remercie, Pierre Bourras, et vous êtes membre du bloc parlementaire des forces libanaises, donc la République forte. Merci. Merci à vous et aux spectateurs. Ouais. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. On peut revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.